Bonjour à tous, c'est une nouvelle édition, une nouvelle émission sur les paroles libres de l'AFPOLS. Et alors celle-ci vraiment concerne au plus haut point de la formation, on va très vite s'en rendre compte avec nos deux invités que nous allons réunir. Jean-Baptiste Suquet d'abord, bonjour, qui est à côté de moi, sociologue, professeur à Neoma Business School et qui effectue des recherches dans ce domaine du travail, de l'organisation. Vous avez développé des travaux sur la relation client, sur le management, sur l'insatisfaction et la réclamation. Car voici notre sujet, comment faire face aux tensions dans la relation client. C'est un vrai souci pour beaucoup d'organismes qui sont, je pense, assez demandeurs. Vous avez publié, je crois que c'est un ouvrage collectif, un titre que je trouve formidable, en tout cas on va certainement avoir à s'en servir, comment transformer le pépin en pépite, un vrai pépin, la relation client quand elle est difficile, comme on va s'en rendre compte. La pépite, c'est vous qui nous la donnerez, c'est paru chez Albin Michel il y a 2 ans. Et vous serez rejoint par Nathalie Gourmel, elle est déjà dans ce studio, directrice des relations institutionnelles à Neotoa. Alors, elle a eu une assez longue expérience déjà en tant que directrice habitat et clientèle. Aujourd'hui, elle réfléchit, comme vous, elle est d'ailleurs sociologue de formation, elle nous le rappellera peut-être, elle réfléchit comme vous à cette situation qu'elle essaie d'analyser, sur laquelle surtout les uns et les autres cherchent des solutions. Difficultés relationnelles avec le client locataire, je l'ai dit, beaucoup d'organismes en font l'expérience, désagréable. Qu'est-ce qui se passe au fond? C'est l'insatisfaction qui s'exprime dans des formes un peu délicate, parfois même inacceptable. On verra à quel moment ça n'est plus acceptable, et ça peut être à la fois des manifestations de colère au guichet ou au téléphone, très fréquemment, puisqu'on a l'anonymat qui vous protège, des agressions verbales, des menaces, voire des violences physiques. Vous constatez réellement cette augmentation, Jean-Baptiste Suquet? Oui, je pense que la première chose qu'il faut se dire, c'est que les comportements abusifs de la part des clients vis-à-vis du personnel en contact, c'est quelque chose qui est absolument normal statistiquement, pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue statistique, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ça a toujours existé, et depuis que la recherche s'y intéresse, à partir des années 80-90, les statistiques sont toujours compliquées à comparer, etc. Mais globalement, ce qui ressort, c'est que, par exemple, dans un secteur comme le retail, en magasin, pour un agent, ça peut être 1 à 10 comportements, enfin une dizaine de comportements abusifs par jour. Donc on est sur quelque chose de relativement normal, qui concerne a priori tous les types de segments de clientèle et potentiellement tous les secteurs. On le voit dans des secteurs aussi variés que l'aérien, le transport aérien, avec tout ce qui est air rage, les voyageurs qui explose au moment du décollage, etc. On le voit dans des secteurs comme le logement social, on le voit dans les services publics aussi, on le voit y compris chez les opérateurs téléphoniques, y compris avec des exemples un peu extrêmes et funestes, l'employé qui avait été poignardé et qui était décédé du fait de l'agression d'un client. Donc on a quelque chose qui, si on regarde encore une fois depuis ce point de référence qu'on a par rapport à la recherche des années 90, on a quelque chose d'assez établi. Ça fait partie du job, pour le dire comme ça. Après, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a des acmés, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut avoir des crises qui rendent les choses plus aiguës. La crise des subprimes, suite à ça, dans les banques, c'est beaucoup plus compliqué pour le personnel au contact. Et du coup, les banques ont négocié à un niveau sectoriel pour trouver un cadre, justement, de réponse à ces incivilités. On voit, suite au Covid, forcément, beaucoup de choses qui sont remises en cause sur simplement les gestes barrières. Est-ce qu'on est OK pour les appliquer ou pas? Est-ce que ça crée des tensions? Et puis, on peut voir aussi des crises là, actuelles autour du pouvoir d'achat, par exemple, et donc des contestations par rapport à l'augmentation des prix, etc. Ça, c'est plus du ponctuel. Mais on voit aussi quelque chose quand même qui est une tendance à une augmentation. Depuis un certain temps, on n'est pas sur les dernières années, c'est pas simplement le Covid. La Poste, en 2018, il constate qu'il y a 8% d'augmentation des incivilités. Donc c'est quelque chose d'assez substantiel, sur un nombre qui était déjà relativement important. On est sur plusieurs milliers. On a quelque chose qui augmente, qui est probablement lié à des facteurs sociétaux larges qu'on voit, y compris en dehors des contextes de service, dans la rue, les violences entre automobilistes, et puis aussi sur des transformations de la relation client avec tout ce qui est développement, vous faisiez des références de la technologie, l'IA, etc., qui peuvent créer des situations irritantes, ou en tout cas d'incompréhension, parce qu'on ne sait pas les maîtriser. Que ça... Diriez-vous que ça arrive plus souvent dans des services publics? Et je mets un peu quand même le logement social dans cette catégorie, c'est-à-dire au fond, on nous le doit, tout ça.
Il y a et puis peut-être aussi passons des publics plus fragiles, on va y revenir. Oui, alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement Vous parlez de la Poste, mais un ça registre, peut être... je pense effectivement à la Poste, qui est un exemple assez emblématique de ce point de vue-là. On a un registre de justification qui est le registre du citoyen contribuable qui du coup a déjà payé et à qui ce serait dû. Et c'est effectivement un argument qu'on peut entendre. Je pense qu'il y a aussi un enjeu un peu structurel du côté des services publics, c'est que le principe d'universalisme, au-delà des populations fragiles, qui peuvent effectivement poser des problèmes spécifiques, mais je pense que même avant ça, il y a cette volonté d'offrir un service à des populations variées, ce qui structurellement crée une difficulté dans le sens où ça peut créer des difficultés de décalage culturel ou de décalage en termes de compréhension de ce que c'est que la civilité et donc de création de situations qui peuvent être des situations dans lesquelles il peut y avoir une escalade au cours de l'interaction. Assez rapidement. Alors il y a deux choses dans ce que vous dites. Au fond, il y a la réaction un peu épidermique de la personne qui se sent maltraitée et puis il y a la réaction devant effectivement des phénomènes de progression technologique qui sont difficiles à maîtriser. Ce qui fait que finalement, les gens qui se présentent dans les salles d'accueil ou dans les guichets ou devant les gardiens d'immeubles, par exemple, ne sont pas forcément, ne sont pas ceux qui peuvent gérer par ailleurs autrement le problème. Je veux dire que ce sont des populations peut-être plus difficiles à gérer. Quelle est la barrière principale selon vous? Est-ce qu'elle est technologique ou est-ce qu'elle est sociale? Peut-être la question un peu. Les deux peuvent se cumuler parce que si on réfléchit en termes de parcours utilisateur, quelqu'un qui va se retrouver auprès du gardien, si ça résulte en fait d'un parcours qui est un parcours de frustration qui dure peut-être depuis un certain temps parce qu'on a essayé de faire comme on nous disait, de répondre en ligne, de formuler sa demande en ligne, etc. Ou qu'on a appelé, qu'en fait on a eu un chatbot qui répond de façon un peu standardisée, mais ça répond pas vraiment à votre demande. Quand vous arrivez in fine devant votre gardien, vous êtes déjà un peu chauffé à blanc. Donc, par ailleurs, effectivement, il y a un enjeu qui est différent, mais qui peut se cumuler, qui est un enjeu de compétence. C'est qu'un public qui serait en difficulté pour utiliser ces outils qui sont mis à disposition et finalement dont... en l'occurrence, l'organisme HLM s'attendrait à ce qu'il soit maîtrisé et à ce que du coup ça ne pose pas de problème. On peut mettre des personnes en difficulté et du fait de ce manque de compétences, ce sont des personnes qui en plus vont se retrouver devant un bailleur, devant le gardien, avec des enjeux peut-être encore plus spécifiques parce qu'on concentre en quelque sorte le déficit de compétences et la frustration. On verra ce que Nathalie Gourmel, là, qui va vous rejoindre tout à l'heure, observe de son côté sur le terrain. Mais pour rester encore un petit peu avec les personnes, celles qui sont... coupables, entre guillemets, de ces comportements. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que, là on parle de l'après-Covid, mais on parle aussi des années précédentes, et je parle un peu de tous les secteurs, car je le rappelle, vous n'avez pas travaillé que sur le logement social, c'est plus large, qu'il y a un sentiment de déclassement aussi, mais alors qui remonte à d'autres phénomènes, et puis qui s'exprime sur les irritants, comme cela. Alors peut-être deux éléments. La première, c'est juste pour rebondir sur le mot coupable. Je pense que c'est un vrai enjeu de poser cette question-là. Il n'est peut-être pas correct. Quand on a un comportement, sans parler des personnes encore, mais un comportement qui pose problème en termes d'agressivité, de violence, etc., essayer de remonter un petit peu le courant pour comprendre ce qui a pu générer ça, on pourrait très bien tirer la conclusion qu'au final, c'était un peu l'organisation qui finalement a mis en place beaucoup de bâtons, beaucoup d'obstacles, etc., et que la culpabilité, si on en trouvait une, elle est plutôt du côté de l'organisation. C'est un enjeu pour savoir, parce qu'on va parler des réponses, je pense, tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que peut-être le mot qui me vient le plus à l'esprit par rapport à ces questions de déclassement, c'est la question de la reconnaissance. Cette question de la reconnaissance, elle peut aller avec un sentiment de déclassement qui fait qu'on ne se sent pas reconnu politiquement, socio-économiquement. Mais je trouve que la reconnaissance, elle est intéressante aussi. C'est un mot qui parle bien parce que si on est en face d'une technologie et qu'on a l'impression en fait que l'organisation de service, pas forcément HLM d'ailleurs, mais l'organisation de service n'a pas mis en place le contact humain qui vous permettrait vraiment d'échanger avec quelqu'un et qu'on vous met en place quelque chose qui est une sorte de perroquet ou qui répond pas. Ça ne veut pas dire que toutes les solutions ne sont pas efficaces, mais certaines d'entre elles sont limitées dans les possibilités de réponse aux réclamations. Là, vous pouvez avoir un sentiment de non-respect ou de non-reconnaissance du fait de cette technologie qui est mise en place. Oui, on verra après les solutions que vous proposez, mais c'est déjà mettre le doigt sur une des difficultés. Les personnes demandent du respect. Oui. Du respect et de la dignité. Enfin, il y a tout ça qui se mélange. Les personnes, c'est à la fois les usagers du service, mais c'est aussi les employés. Et vous n'aimez pas le mot coupable?
Disons que moi non plus, mais sur ce thème-là, je pense qu'il y a un vrai enjeu à travailler autour des termes en étant prudent. J'ai utilisé le terme de comportement déviant pendant assez longtemps. Je pense que c'est un terme intéressant heuristiquement parlant parce que ça fait réagir les gens et du coup ça fait remonter des questionnements sur justement coupable, pas coupable. Et on s'aperçoit que notamment sur les populations vulnérables, j'avais travaillé avec des collègues autour de leur recherche, c'était un séminaire de recherche qu'on avait sur la question des personnes âgées et du service de téléassistance qu'il y avait. Et la question de savoir si c'était des comportements qu'on pouvait qualifier de déviants se heurtait très fortement et très rapidement à des questions morales qui étaient mais non, on peut pas parler de déviants, ce sont des personnes âgées, elles sont vulnérables, c'est pas facile, etc. La culpabilité, c'est un petit peu le même enjeu. Et puis d'autre part, on va parler des questions tout à l'heure. Je pense que la question à se poser, c'est aussi quand on part sur un registre de culpabilité, est-ce qu'on n'est pas en train de passer sur un registre juridique, pénal, et du coup implicitement passer sur un certain type de réponse, là où il peut peut-être y en avoir d'autres. Donc c'est pour ça que je peux... Et vous êtes prudent sur les termes. Exactement. Et vous avez bien raison. Alors parlons maintenant des réactions en face, de ceux qui sont très directement au contact de ces comportements. Et puis, bien sûr, on va remonter jusqu'au management. Là encore, restons encore sur les observations. Que vivent les collaborateurs de votre point de vue, ceux qui sont directement au contact? Les collaborateurs, ce qu'ils vivent, c'est une... Encore une fois, on ne parle pas que du logement social, je crois. Non, bien sûr, bien sûr. Les collaborateurs, ce qu'ils vivent, c'est une relation sous tension, sur la durée, potentiellement. J'ai un collègue, Christophe Benavent, qui a réalisé pour l'association de management des réclamations clients en 2023, donc un peu post-Covid, mais encore une fois, il y a quand même ces tendances un peu plus de long terme, une étude sur la perception de l'atmosphère et de l'évolution de l'atmosphère de la relation par des agents au contact. La dégradation, elle est nette, elle est transsectorielle, elle n'est pas trop discutable de ce point de vue. Après, la question, c'est comment est-ce que l'organisation et du coup, le management, le cadre RH aussi, peut plus ou moins jouer un rôle d'amortisseur ou comment est-ce qu'il peut aider les agents à faire face? Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est ça. Je le disais tout à l'heure, avoir des clients qui sont difficiles, ça fait un peu partie du job, qu'on soit dans le luxe ou qu'on soit dans le service public. Enfin, ça, c'est quelque chose d'assez normal et attendu. Par contre, comment est-ce qu'on arrive à y faire face? C'est ça qui va faire la différence entre une qualité de son travail et une qualité des conditions de travail qui permettent de durer. Et de durer au sens où on arrive à supporter, mais de durer aussi dans ses attitudes de service. Ce que vous dirait la littérature, c'est que une des conséquences de ces comportements-là, c'est que ça peut provoquer un désengagement des collaborateurs. Et des collaborateurs qui étaient orientés clients peuvent finalement en venir à faire le minimum et à se mettre en retrait parce que c'est trop compliqué. Une tentation d'évitement, en fait. Une tentation d'évitement, une perte de sens aussi, un sentiment de manque de reconnaissance, mais là de ce côté du côté du personnel, qui amène du coup à adapter soi-même son propre travail, sa propre pratique relationnelle. Il y a combien de temps que la recherche s'intéresse à ces questions, vous diriez ? C'est essentiellement partie du marketing. Alors, je suis moi-même, j'ai une approche sociologique, mais je suis situé en sciences de gestion, puisque je suis en école de commerce. D'accord. Et en fait, c'est parti principalement du marketing. Donc des chercheurs qui habituellement étaient plutôt à se demander comment est-ce qu'on satisfait les clients et à se demander ça. Et il y a un courant qui a commencé à questionner ce mythe du client roi en se disant mais en fait il y a peut-être des limites à ça. Et du coup il faudrait aussi se demander, questionner cette espèce de postulat de base, de savoir si finalement les comportements des clients sont toujours fonctionnels pour une organisation et s'il n'y a pas certaines limites. Je reviens sur votre titre et je pense qu'on le commentera aussi un peu plus tard. C'est un très bon titre, je l'ai dit, pour le livre « Comment transformer le pépin en pépite ». Alors, j'ai deux remarques. D'abord, est-ce que c'est pas un peu plus qu'un pépin? Parce que ça peut quand même être assez sérieux. Et deuxièmement, où est la pépite? Comment en tirer avantage? Alors, ce livre, c'est un livre qui a été coordonné par la marque. Et donc, la marque, ils sont dans une logique de réclamation. Donc, le pépin, c'est la façon dont les organisations ou dont le personnel à l'intérieur des organisations pourrait voir ce qu'est la réclamation. Ah zut, on me fait une réclamation. Et leur postulat, c'est de dire que si on travaille bien ces réclamations, en fait, c'est une opportunité. D'où ce slogan qu'ils ont, qui marche très bien. Mais la première fois, c'est ah zut, alors on me fait une réclamation. Il y a des postures défensives par rapport aux réclamations. Ça existe dans les organisations de services. Il y a des organisations qui passent beaucoup d'énergie à essayer d'éviter les réclamations. Là, en l'occurrence, dans ce livre, nous, on avait réalisé avec mon collègue Aurélien Rouquet un chapitre qui, justement, prenait cet angle de la déviance, comme une espèce de cas un peu extrême. Là, on est effectivement, comme vous le dites, on est sur un gros pépin, pour le dire comme ça. Comment est-ce qu'on peut transformer ça en pépite ?
Alors, il pourrait y avoir deux façons de réfléchir à comment est-ce qu'on répond à des comportements abusifs du client. Il y a une première direction, ça consiste à se demander comment est-ce qu'on va les faire, comment est-ce qu'on va y répondre au sens où elles disparaissent. On n'a pas forcément fait l'impasse dessus, mais on essaie d'éviter que ça revienne trop. Et puis, et ça, à mon avis, c'est pas tellement transformé en pépite. Si on veut vraiment essayer de tirer le maximum de ces comportements abusifs, c'est plutôt une réflexivité au niveau de l'organisation qu'il faut essayer de travailler. Le terme qu'on emploie dans ce chapitre-là, c'est de se dire que c'est de parler d'enquête collective, c'est-à-dire au sein de l'organisation et peut-être même un petit peu au-delà de l'organisation, parce que pour un bailleur social, ça pourrait engager des collectivités, d'autres parties prenantes, ça pourrait engager des locataires ou des représentants des locataires. Et puis aussi, essayer de mettre en regard et en dialogue, en fait, un cadre stratégique, et puis de l'autre côté, tenir le fil du terrain et de la réalité du terrain pour, par exemple, les gardiens. Enquête collective, pardon, je vous interromps. Ouais. Ça veut dire que ça concerne toute la maison, en fait. Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Voilà. C'est-à-dire que souvent, quand on regarde pourquoi est-ce que peuvent intervenir des comportements abusifs, je disais tout à l'heure, si on essaie de regarder le parcours de l'utilisateur du service, on s'aperçoit qu'en fait, c'est en amont. Peut-être des fois, c'est une communication qui a mal été faite et qui a amené le client, l'utilisateur, à imaginer qu'il pouvait y avoir ça qui serait produit. Puis quand on arrive devant le personnel, on s'aperçoit qu'en fait, non, l'organisation ne va pas du tout vous donner ça. Et là, vous avez un effet de déception qui peut prendre des formes assez importantes. Donc, il faut vraiment interroger l'intégralité, l'amont jusqu'en aval du parcours utilisateur. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ont tendance à dire, nous, vous avez parlé de client roi, mais on privilégie la relation client, notre organisme lui donne beaucoup de place, etc. Et si ce discours-là n'est pas vérifié sur le terrain, ça ne se passe pas bien. Ça provoque, y compris du côté des collaborateurs, pas pas seulement du fameux client. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Et donc, quand vous parlez d'enquête collective, ça veut dire qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, il faut évidemment que chaque organisation trouve sa façon de mettre en œuvre. Mais d'un point de vue méthodologique, la question organisationnelle que ça soulève, c'est comment est-ce qu'on arrive à rassembler autour de la table sur une séquence peut-être un peu longue, parce que ça peut prendre pas mal de sessions pour arriver à mettre en place cette réflexion, les parties prenantes qu'on considère pertinentes, pour mettre en discussion ces comportements qui manifestement posent problème, être capable de tirer le fil pour comprendre à quoi ça tient, à quel point est-ce que c'est un problème. On a des comportements qui peuvent arriver une fois toutes les décennies, alors quand ils arrivent, ils sont très graves, mais peut-être que du coup, voilà. Et inversement... Il est ténu, le fil, ouais, c'est ça. Il est ténu. Et puis inversement, vous allez avoir des comportements qui peuvent être pas très graves en soi, une petite incivilité, mais c'est juste 20 fois par jour et c'est répété. Et au bout d'un moment, pour le moral de votre personnel, c'est un vrai problème, donc il faut réagir. Donc essayez de comprendre à quel point c'est un enjeu et se demander justement où sont les lignes rouges, comment est-ce qu'on pourrait répondre et se mettre d'accord là-dessus pour avoir quelque chose qui soit coordonné d'un point de vue organisationnel. Le résultat de cette réflexion, ça doit être une meilleure compréhension et une compréhension partagée de ce que c'est qu'une relation client normale. Ce que c'est qu'une bonne relation client qui permettrait un bon équilibre entre les parties prenantes en termes de satisfaction et quelque chose qui puisse durer sans mener à l'épuisement du personnel en contact ou à l'explosion des clients au bout de 3-4 interactions avec vous. On a parlé du collaborateur directement au contact du client mécontent. Dans ce que vous dites, évidemment, ça concerne l'ensemble de l'organisation, de tout le personnel, finalement. Oui. Donc, potentiellement, alors, on va remonter un petit peu, on va en tout cas parcourir un peu tous les échelons, jusqu'au manager, bien entendu. Donc, qui fait quoi, qui doit faire quoi dans ce... Est-ce que le collaborateur, c'est très important pour lui que l'ensemble de l'organisme, pour revenir sur le logement HLM, soit au courant? Oui, c'est assez important pour le collaborateur. Parce qu'il ne se sente pas seul. Alors, il y a ce sentiment d'isolement qu'on peut avoir. Alors, ça dépend des configurations. Un gardien pourrait se sentir assez seul. Les conducteurs de bus, les machinistes de la RATP sur lesquels j'ai travaillé, ils se sentent très seuls. Donc, il y a ce sentiment-là. Et qui renvoie à des questions sur à quel point vous avez un collectif de travail, un collectif de collègues, etc. La deuxième chose, c'est que ne pas se sentir seul, c'est sentir un soutien. Et là, l'acteur le plus évident et le plus immédiat, c'est celui du management de proximité, qui apporte un soutien au quotidien, dans des briefings, dans le suivi de l'état émotionnel et de l'état d'engagement aussi du collaborateur. Et puis qui apporte un soutien aussi s'il faut prendre le relais, parce que passez-moi votre manager et j'ai besoin de parler à quelqu'un d'autre, etc. Là, il y a une posture aussi à travailler pour les managers. Et puis, si on remonte encore un petit peu, c'est justement... toutes les ressources que l'organisation
peut travailler, d'une part pour éviter que les situations se répètent trop. Encore une fois, le service com qui promet des choses qui ne sont pas tenues derrière, en fait ça c'est un problème, donc l'organisation peut essayer de mettre en cohérence tout ça. Et puis d'autre part, ce que l'organisation peut proposer en termes de soutien, plus dans un périmètre RH, en termes de formation, en termes d'amélioration des conditions de travail, sur l'environnement physique par exemple, toutes ces choses-là qu'on peut essayer de repenser pour que ces comportements difficiles, qui encore une fois font partie du job, mais qui sont quand même difficiles, soient pas trop pénalisants pour les collaborateurs sur la durée. Oui, la formation est évidemment très très concernée, hein, on le sait bien. Ouais. On le sait bien à la fois. Je ne vais pas vous demander si elle est bien ou mal faite, mais quand même, quelles sont les pistes aujourd'hui pour une formation réussie dans ce domaine? Je pense qu'il y a la formation évidente qui va être apprenez à gérer les comportements difficiles, apprenez avec des trucs qu'on peut apprendre pour gérer ses interactions, apprendre à prendre des distances entre le moi institutionnel et le moi vraiment personnel pour un peu mettre les affects à distance. On peut avoir des formations sur la gestion de l'intonation pour éviter une escalade verbale et être capable de remettre un petit peu de calme dans l'interaction. Il y a plein de trucs qui peuvent se faire. Je pense que, encore une fois, il y a quand même un vrai enjeu à avoir. Alors, c'est pas forcément incompatible avec de la formation, mais à avoir des démarches de réflexion collective qui, peut-être dans le cadre d'une formation, amènent à être capable de réfléchir un cadre et à penser et à partager ce cadre-là. Sinon, on reste coincé dans son interaction avec des petits trucs, mais c'est comme si on essayait d'écoper si les incivilités, pour reprendre le cas de la Poste, qui avait cette quantité vraiment préoccupante d'incivilités, reviennent et reviennent et reviennent. On apprend à gérer un certain nombre, mais la situation structurellement, elle ne change pas fondamentalement. Ce que vous dites est intéressant, parce que j'ai le sentiment en vous écoutant qu'au fond, la formation qui s'adresse souvent à des managers pourrait concerner davantage de monde. Vous répétez ce terme de collectif? Oui, je pense qu'une formation... Elle pourrait descendre un peu plus. Intermétier, interservice, est quelque chose qui aurait un vrai intérêt, à mon avis, pour travailler justement cette relation client normale, quoi. Dernière question peut-être, parce qu'on va demander à Nathalie Gourmel de vous rejoindre et d'engager le dialogue avec vous. La sanction, à quel moment intervient-elle? Votre regard à vous, comment... On avait travaillé avec... C'est assez dangereux, une sanction, parce que ça peut... C'est assez délicat. C'est assez délicat. Alors, on avait travaillé avec la marque, justement, sur une étude multi-entreprise pour avoir une variété de secteurs, d'entreprises, etc., et essayer de voir quelles étaient les réponses qu'il pouvait y avoir. La sanction était évidemment l'une d'entre elles. Ce qu'on avait pu voir, c'était que la difficulté qu'il pouvait y avoir, c'était quand même des difficultés qui tenaient au cadre dans lequel vous offrez votre service. Alors, c'est un cadre légal, évidemment, mais en fait, on s'est aperçu qu'il y avait aussi un cadre beaucoup plus socio-matériel, avec une approche très pragmatique qu'on avait dans certains magasins de retail, où on avait des gens qui nous disaient, OK, en fait, c'est bien d'avoir pris une décision que tel client, on ne peut plus la revoir parce que tout le monde on connaît son nom, on sait qu'en termes de culpabilité ou de responsabilité, c'est cette personne-là, donc on veut s'en séparer, c'est plus possible. Sauf qu'en fait, c'est quand même très compliqué de filtrer à l'entrée parce qu'en fait, nos services de vigile en fait, changent, etc. On n'arrive pas. Donc, on va éviter de faire ça parce que ça sert... on n'arrive pas à le mettre en place. Inversement, dans des contextes bancaires sur lesquels on avait travaillé aussi, c'est extrêmement simple de couper l'accès informatique. Il y a un filtrage qui se fait à l'entrée de la banque. Donc, en fait, on a une vidéo, on peut faire en sorte d'arriver à sanctionner, en tout cas, mettre fin à la relation. Et puis après, il y a évidemment le cadre légal qui en fonction de ce que vous arrivez à documenter, à mettre en place, la Poste se laissait la possibilité, par rapport à certaines incivilités graves et pénalement répréhensibles, de poursuivre en documentant, en traçant, en constituant un dossier, quoi. Et pour le logement social, que suggérez-vous? Pour le logement social, c'est une question qu'il faudrait explorer en fonction des difficultés. Est-ce que sur un logement qui est infesté par des punaises, par exemple, et un locataire qui ne fait pas ce qu'il faut pour remettre en état, est-ce qu'à un bon moment, vous avez des process qui vous permettent de dire, là, on est allé trop loin et il faut se séparer d'un locataire et mener une procédure d'expulsion? C'est quelque chose qui, à mon avis, interroge très fortement sur les valeurs qu'il peut y avoir. Et donc, de nouveau, à quel moment est-ce qu'on considère qu'il y a une ligne rouge pour tel organisme, compte tenu de sa stratégie et du cadre qu'il veut avoir? Merci beaucoup pour ces éclairages du sociologue qui fait la part de la recherche. On va demander à Nathalie Gourmel, je vais lui céder ma place, de vous rejoindre. Je pense qu'elle aussi a beaucoup réfléchi au sujet. C'est un peu la pratique de nos paroles libres, de confronter la recherche avec le praticien du terrain, qui est un peu les deux d'ailleurs, puisqu'avec son entreprise, elle réfléchit aussi comme vous. Je lui laisse la place, Nathalie Gourmel, donc je le redis, la directrice des relations institutionnelles à Néotoa, après une assez longue expérience dans le logement social. Merci Jean-Baptiste Suquet. On vous laisse tous les deux. Merci à vous.
Nathalie Gourmel, donc directrice des relations institutionnelles chez Néotoa, rejoint Jean-Baptiste Suquet, sociologue, professeur à Neoma Business School, comme on l'a vu, et chercheur dans le domaine du travail, l'organisation. Je vous en prie, madame, les questions que vous suggère ce premier entretien avec Jean-Baptiste Suquet. Alors, j'ai trouvé passionnante votre intervention parce qu'elle fait écho à beaucoup de choses qu'on peut vivre au quotidien dans un organisme HLM. Et d'abord, ce ressenti fort des collaborateurs d'une montée ou en tout cas d'une plus grande acuité des comportements problématiques. J'entends par là de l'agressivité verbale, des insultes, des propos racistes parfois. On peut aller sur des menaces physiques ou des menaces de mort, du harcèlement téléphonique, mail, des dizaines de fois par jour, qui ont aussi un effet très, très stressant. Donc, on n'est pas aujourd'hui capable de les quantifier parce que ça dépend tellement du seuil de tolérance de chaque collaborateur, de son manager, qu'on a du mal à en tenir des comptes. Par contre, on est très, très vigilant et c'est aussi le rôle des managers de dire « Attends, tu me racontes ça ? C'est pas normal. » C'est pas acceptable. Et malgré tout, ça, on voit que ça revient de plus en plus souvent. Donc, de la part des managers. De la part des managers et que les collaborateurs libèrent aussi la parole là-dessus. Alors, on a ces mêmes évolutions sociétales voilà, qui font évoluer les comportements de nos clients dans la relation de service, des gens plus pressés, des gens plus exigeants. Bon, ok, c'est normal. Depuis le Covid, une tendance des habitants à un plus fort repli sur le logement. Donc forcément, nous, on est encore plus impactés. Ce qui va y avoir autour comme nuisances vont être encore plus insupportables et générer parfois des réponses ou des interpellations fortes. Mais on a aussi des spécificités au logement social. Et quand je vous entendais, j'avais envie de dire qu'on n'a peut-être pas non plus tout à fait la même population que d'autres entreprises que vous avez cité, parce que d'abord, nous, nos clients sont captifs. Ouais. Ils sont là, parfois, pour la vie entière. Et qu'on touche à l'intimité. Leur logement, c'est quand même voilà, l'espace de l'intimité. Et ça peut aussi générer des réactions très fortes quand il y a de la frustration. Ce qu'on relève aussi, c'est un développement des fragilités mentales. Alors, toutes les entreprises y sont confrontées, mais on a quand même, dans les populations accueillies dans le logement social, une tendance à avoir un certain nombre de personnes en fragilité, en souffrance psychique. Et puis, je vous ai entendu parler tout à l'heure avec Dominique Rousset de considération. Et c'est vrai que la montée de la précarité des locataires accueillis dans le parc social, bon, ça c'est factuel, hein, précarité économique notamment, les rend beaucoup plus attentifs à la considération, à la reconnaissance, à la personnalisation de la relation, parce que c'est une question de dignité. Et donc, si on ne saisit pas ça et qu'on fait un traitement en masse des clients, on passe à côté de quelque chose. Enfin, on peut même faire des maladresses. En fait, vous parliez de ce qui peut générer de l'agressivité. J'ai en tête un collègue qui dit mais vous savez, on gère 23 000 logements. Bah oui, mais non. Pour le locataire, il n'est pas dans les 23 000 logements, c'est lui, c'est sa particularité à lui. Donc voilà, il y a des choses que je partage et puis il y a des choses qui sont peut-être encore plus fortes et qu'en tout cas, nous, on a une mission sociale. On ne peut pas se séparer de clients, très rarement. Et on a un devoir de les comprendre et de les accompagner. Et de saisir, de décrypter ce qui se joue, effectivement, derrière l'agressivité, derrière la montée en pression de quelqu'un. Oui, alors, c'est un secteur, le logement social que je connais moins que les autres secteurs. Effectivement, j'ai pu travailler sur, je disais retail, on est sur du magasin, hein, de la grande distribution, type Leroy Merlin, Castorama ou des secteurs bancaires. Donc, on n'est pas sur le même type de clientèle et puis de relations. Ce que vous disiez, c'est très important sur le captif et puis l'intime. Alors, l'intime, on peut le retrouver des fois au sens où
des types de services ou de biens qui provoquent des émotions très fortes. On l'a dans le luxe. Ça paraît paradoxal de dire ça, mais sur des clients qui vont faire 10 000 km pour venir acheter un sac à Paris, chez Hermès, et ça provoque des choses très intimes, paradoxalement complètement à l'autre extrémité du continuum socio-économique en termes de richesse. Mais effectivement, il y a des vraies différences. Ce qui me paraît important, je pense, c'est que justement, peut-être parce qu'il y a besoin de cet accompagnement et de comprendre comment est-ce qu'on peut aider, soutenir, développer les collaborateurs d'un côté, mais surtout les locataires, je pense que cette question de mettre sur la table la question de à quoi c'est dû, comment ça se fait et comment est-ce qu'on peut faire la part des choses. La recherche, je vous dirais qu'en termes de causalité, de facteurs de survenance de ces comportements, en fait, c'est un mix. Enfin, évidemment, si on imagine une situation réelle, il y a à la fois des facteurs individuels et puis des facteurs organisationnels qui tiennent au cadre, d'autres qui tiennent à l'agent. Enfin, évidemment, c'est un mix. Mais si on arrive à mettre sur la table ces situations, parce qu'elles commencent à devenir récurrentes et que manifestement, c'est à minima un poil à gratter, au pire un vrai problème et qu'il faut s'y atteler, les mettre en discussion, peut-être de façon informelle au niveau d'une équipe, avec un manager qui accepte ça, parce que il a bien vu que selon les collaborateurs, il n'y avait pas les mêmes compréhensions du cadre qu'on souhaiterait maintenir et de la relation qu'on souhaiterait avoir avec les locataires. Il y a peut-être besoin de passer du temps avec son équipe pour mettre ça en discussion et faire le tri justement entre les facteurs qui relèvent de la perception du collaborateur, ce qui relève du cadre stratégique ou en tout cas de la mission de l'organisation HLM, puis ce qui relève aussi potentiellement des spécificités de nos locataires, des fois des spécificités très individuelles, parce que peut-être on s'aperçoit en faisant ça que finalement on a des problèmes qui s'explique à 90% en termes de fréquence par 3% des locataires. Et finalement, bon... Donc, il y a un vrai enjeu. Je pense que ça je partage complètement ça. Il y a un enjeu réel à mener cette enquête-là, quoi. Oui, et c'est vrai que souvent, on est dans la course du quotidien. Et finalement, c'est du bas bruit. Voilà, il s'est passé ça, tel locataire s'est encore énervé. Et il y a intérêt à s'arrêter, en fait, et à discuter les choses, à les poser, à revenir à froid sur des situations qui ont été gérées à chaud parce qu'on le gère, pour voir ce qui a pu être généré par les facteurs organisationnels. Voilà, le pépin peut aussi révéler qu'on génère de la frustration légitime chez un client, mais revenir aussi sur la manière dont l'a vécu le collaborateur. Et je pense que la capacité des managers à écouter, pas seulement dire comment faire, parce que au final, c'est bien la personne qui va devoir le gérer, mais à écouter et à comprendre là où ça touche, là où ça fait mal à quelqu'un, c'est essentiel pour qu'il se sente soutenu et puis pour qu'il exerce son métier dans la durée. Ouais. Parce que, effectivement, on parlait de risque d'évitement, de lassitude, même chez des gens super engagés, au bout d'un moment, la récurrence, ne pas pouvoir décharger après un rendez-vous difficile, ne pas pouvoir être soutenu par son manager au moment où c'est arrivé, peut faire qu'on baisse un peu les bras et clairement. Voilà. Ce mot d'écoute, il est clé, je pense. L'écoute du manager. À mon sens, comme ça, enfin, je réfléchis en même temps que je parle, mais je dirais qu'il y a peut-être 3 niveaux d'écoute, qui sont concernés par cette écoute-là. Il y a un premier niveau qui n'appelle peut-être pas d'intervention directe du manager, c'est écouter pour se rendre compte à quel point, s'il y a un collectif, il prend en charge au moins en partie ces situations-là. Parce qu'en fait, on avait fait une recherche avec un collègue avait fait une recherche qu'on avait réfléchi, analysé ensuite ensemble, Lamine Mebarki, sur des situations d'assurance maladie, pour le coup. Et lui avait observé, en faisant une ethnographie, qu'en fait, le collectif, les collègues entre eux, prenaient énormément en charge tout partie de ces situations, y compris des situations assez extrêmes, avec du soutien émotionnel, avec des trucs qu'on se donne entre collègues et qui désamorcent beaucoup de situations. Ça, c'est le premier niveau. Et à la limite, le manager, son rôle là-dedans, ça serait juste de se rendre compte qu'en fait, le collectif fonctionne suffisamment bien et que ça va, et que ça tient potentiellement suffisamment longtemps. Après, il y a l'écoute du manager au titre individuel, ce que vous disiez, qui est essentiel. Et puis peut-être l'écoute aussi d'un manager qui voudrait... animer, mais sans forcément être dans la posture directement ou trop rapidement prescriptive, animer une réflexion d'équipe sur, au fait, qu'est-ce que c'est que notre cadre, en le laissant peut-être relativement informel, parce que peut-être c'est une équipe de 10 collaborateurs et qu'on arrive à se dire les choses et à entretenir un sens de la mission, des lignes rouges, de ce que c'est que la bonne relation avec le locataire. Et je pense qu'il y a peut-être un dernier, c'est écouter et se rendre compte qu'à un moment, peut-être qu'il faut impulser quelque chose en plus,
parce qu'il y a un enjeu organisationnel fort. J'étais sensible à ce que vous disiez tout à l'heure sur on a du mal à se donner une, enfin vous l'avez pas dit comme ça, mais une nomenclature pour définir et du coup peut-être compter aussi ce que sont ces situations-là, parce que finalement c'est pas que dans mon équipe et c'est peut-être un peu plus large que ça. Et j'en parlais tout à l'heure, s'il y a des leviers RH, ce sont des leviers qui concernent potentiellement tous les sites d'un même bailleur social et peut-être que du coup ça interpelle plus structurellement l'organisation. C'est extrêmement difficile d'arriver, parce que justement, il y a des perceptions individuelles, il y a des choses qu'on trouve normales ou pas normales, abusées ou abusives, mais avec beaucoup de jugements un peu implicites dedans. Et arriver à lever ces jugements implicites, objectiver autant que possible, mais pour se donner une définition qui après permette d'activer éventuellement d'autres leviers, ça existe. C'est pas simple à faire. La Poste l'avait fait sur sa direction de la prévention des incivilités. Le secteur bancaire, je disais tout à l'heure, s'était donné les moyens de remonter des cas pour dire on vous soutient. Et c'est pas juste le manager de proximité, c'est toute l'organisation. Mais pour qu'on vous soutienne, ça veut dire qu'on est capable de vous montrer qu'on y fait attention. Donc il y a des statistiques et puis on les suit. Et pour les suivre, il faut se décider ensemble ce qui relève de la petite incivilité, ce qui relève de quelque chose qui n'est pas acceptable, etc. Se mettre, catégoriser en fait ces situations-là. Oui, parce que finalement, c'est la notion de criticité que vous évoquez souvent. La gravité, la récurrence font qu'à un moment, le collaborateur, le manager, l'organisation vont réagir. Alors, c'est pas toujours écrit, et ça mériterait sans doute de l'être, sans pour autant enfermer les choses, bien sûr. Et puis aboutir par exemple à des droits de retrait multiples, parce que ce serait ingérable dans une organisation. On n'a pas toujours envie d'ouvrir la boîte de Pandore, effectivement. Voilà, c'est un petit risque, mais de pouvoir réagir, prévenir et réagir, j'ai envie de dire. Il y a la prévention qui passe par déjà la professionnalisation, l'amélioration de la qualité de la relation. Alors, on parlait, Dominique Rousset parlait tout à l'heure de formation. C'est vrai que nous, on a par exemple dispensé des formations à la meilleure compréhension des cultures étrangères, à la gestion des conflits, à la santé mentale. À la communication non violente, parce qu'on sait aussi que notre ton peut générer des choses ou nos propos, à l'accueil orienté solution. Et on a aussi proposé depuis 2 ans, et les collaborateurs et les managers en sont très contents, très satisfaits, des groupes d'analyse de la pratique, où là, de manière réflexive, un petit groupe va revenir sur des situations vécues avec un psychologue. Et le regard des pairs, le regard du psychologue vont permettre de déplacer les choses, de le voir sous d'autres angles et de se dire peut-être que la prochaine fois, je n'agirai pas ainsi, ou peut-être que c'était évidemment inacceptable et c'est normal que j'en ai souffert, que j'ai été traumatisée. Donc, il y a toute cette partie professionnalisation, formation. Il y a aussi la prévention situationnelle, j'ai envie de dire, dans l'espace. On travaille aussi beaucoup on a beaucoup travaillé nos espaces pour prévenir l'agressivité à l'accueil. Donc, pouvoir être sur une banque d'accueil en face à face, à même hauteur que le client, pour être dans une relation d'égal à égal, des formes arrondies, des lumières pas trop fortes, mais pas trop tamisées non plus. Des dispositifs aussi pour les travailleurs isolés, de type dispositif d'alarme sur smartphone, pour se sentir rassuré et épaulé au cas où il arrive quelque chose par l'organisation. On met en avant nos travailleurs sociaux qui font tiers aussi parfois quand la discussion n'est plus possible. Donc voilà, tout ça participe de la prévention. Mais on va aussi... Alors nous, on ne parle pas de sanctions, on ne sanctionne pas nos locataires. On parle plutôt de poser les limites. Et vous avez évoqué un certain nombre de choses que l'on est amené à pratiquer. Même si on a une mission sociale, on a aussi... une forme d'obligation de rappeler le cadre, par respect pour les autres locataires, par respect pour les collègues. Et on peut être amené à convoquer, à écrire, parfois à interdire à la personne de se présenter physiquement à l'accueil, si elle a été vraiment très agressive. Ouais, donc là, vous coupez une relation d'une certaine façon. On coupe une relation, on ne la coupe pas complètement, parce qu'elle peut continuer à nous écrire ou à nous téléphoner, ça dépend des fois. On peut déposer plainte. Voilà, donc on peut aller loin. Et ce qui est important, c'est que le management assume. Il est arrivé, moi, que je dise à des collaborateurs, tu as le droit de raccrocher poliment
le téléphone parce insulte, que cette personne est harcelante et que quand elle appelle 70 fois par jour, tu as le droit de dire je mets fin à la conversation, au revoir monsieur. Et c'est pas la qualité de service, la relation client, c'est pas au détriment de ce confort à un moment des collaborateurs. Donc voilà. Et puis en management, vous avez aussi beaucoup évoqué la manière dont l'organisation peut être en soutien. Et nous, on a beaucoup travaillé cette question de la considération des collaborateurs aussi. Parce qu'on se dit qu'un collaborateur qui est bien dans ses baskets a plus de chances d'être avenant, courtois avec le client, alors que s'il se sent maltraité par le management ou par l'organisation, il pourrait répercuter cette forme de malveillance. Donc, on s'est engagé il y a une dizaine d'années dans une démarche de libération d'entreprise, alors modestement, pas à pas, en faisant des erreurs, mais on a quand même beaucoup travaillé sur la responsabilisation, la confiance dans les collaborateurs, l'autonomie. Être capable aussi de prendre une décision, ça rend crédible, ça évite que la personne en face s'énerve. J'ai le budget, je vais décider. Je ne vais pas demander à mon responsable, je vais décider. C'est oui ou c'est non, mais je suis plus ferme dans ma posture. Et puis, on a développé beaucoup d'actions sur le bien-être, sur les conditions de travail, parce que le métier est difficile. On le reconnaît et il faut aussi se sentir confort. Vous parliez du collectif, c'est la convivialité dans une équipe, elle est essentielle. Quand on rentre de rendez-vous, qu'on a eu un contact difficile avec quelqu'un d'agressif, pouvoir rire, partager des moments sympas avec ses collègues à la pause café, au déjeuner, c'est fondamental pour décharger aussi. Donc, en tout cas, cette symétrie des attentions, attention aux collaborateurs, attention aux locataires, elle est fondamentale. Sinon, on envoie au charbon des gens qui vont se lasser très vite. Ouais. Et c'est justement ça, cet enjeu, arriver à tenir le fil en partant des situations difficiles, en maintenant cet équilibre pour garder en vue le but de la symétrie des attentions. Et puis par ailleurs, essayer de comprendre aussi quels sont les leviers sur lesquels on peut agir et qui permettraient éventuellement de limiter la survenance de ces situations. Ouais. Voilà, donc en tout cas, moi je note aussi que quand il y a eu traumatisme, parce que parfois il y a vraiment traumatisme après une agression, là on a le devoir en tant qu'organisation, manager, d'accompagner très loin la personne pour qu'elle s'en remette. Donc voilà, on peut proposer un accompagnement psychologique, un accompagnement au dépôt de plainte, un espace d'écoute à chaud. Moi, je me déplace, j'appelle le collaborateur dès que j'ai connaissance d'une agression pour écouter et montrer que la personne est importante et que on s'arrête, on sort de réunion et on va écouter la personne parce que ce qui est arrivé est grave. Et ça, je pense que dans la manière de le dépasser, c'est important de se sentir soutenu. Vraiment, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que vous ajoutez. Est-ce que je peux, en conclusion, vous poser à tous les deux une question? Nathalie Gourmel, en préparant cette émission, vous nous avez adressé une photo sur les campagnes de sensibilisation. Et c'est un débat, je crois, en interne chez vous. Est-ce qu'elles doivent être choc? Là, la photo que moi j'ai reçue, on voit une personne avec sur la joue... non pas des coups quand même, mais avec des expressions très très malveillantes. Et elle a évidemment l'air très marquée par ce qui lui est arrivé. Et ce qui est écrit, c'est « les mots agressifs ne s'effacent pas ». Et vous dites, Nathalie Gourmel, j'aurais votre avis à tous les deux là-dessus. On parle de communication en direction du public, peut-être à afficher dans les lieux d'accueil, je ne sais pas bien où ça se passe. Mais est-ce qu'elle doit être un peu lisse, un peu positive, ou est-ce qu'il faut aller plus loin, très réaliste, voilà, montrant les incivilités comme celle que vous m'avez envoyée. Je ne sais pas quelle est votre préférence. Réaction à tous les deux. Et là, on parle alors de s'adresser à tout le monde. Alors, ça n'est pas une campagne de sensibilisation que l'on a... Non, j'ai compris ça, mise en œuvre, mais j'ai trouvé intéressant de regarder, c'est l'habitat de la Vienne,
qui a effectivement affiché ces affiches, les mots agressifs ne s'effacent pas. Nos salariés ne sont pas là pour être insultés, ils sont là pour vous aider. Avec une photo quand même avec assez une photo, réaliste. voilà, avec les mots gravés sur la joue de la collaboratrice. Donc c'est une campagne choc. Alors je crois qu'ils ils ont fermé l'agence pendant une semaine pour marquer une limite auprès des locataires. Alors ça peut faire polémique et finalement, les locataires qui ne posent pas de problème n'ont pas pu venir à l'agence, etc. Mais en tout cas, ils ont ressenti, et c'est légitime, le besoin de marquer une limite, un besoin de considération. Et c'est vrai qu'on a souvent, nous, le débat avec le pôle communication, qui développe des campagnes de communication lisses, avec des clients qui sont beaux, des cadres de vie qui sont beaux. Et de l'autre côté, nos équipes de proximité qui disent mais c'est pas ça qu'il nous faut. En tout cas, c'est pas seulement ça qu'il nous faut. Nous, on veut des affiches avec la vraie vie, avec des incivilités, des poubelles, et en disant vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est moi qui nettoie derrière. Enfin, voilà, donc on n'a pas tranché, on tourne autour de ça, mais je pense qu'en termes de soutien au personnel, c'est très bien vécu. Ouais. L'avis du sociologue là-dessus ? Il est nuancé. Je pense que c'est une question très délicate. Ce qui est certain, c'est que le levier communication, je rebondis juste sur tous les leviers que vous mentionniez juste avant, ils ont tous quasiment une dimension symbolique. Et donc marquer une présence, marquer une attention, marquer un souci de ses collaborateurs, c'est évidemment nécessaire dans des situations comme ça. Maintenant, la difficulté, c'est d'arriver à trouver l'équilibre pour que ça déclenche pas un phénomène un peu inverse, qui soit un phénomène un peu d'antipathie. Je vous écoutais tout à l'heure sur les collectifs de travail. Il y a un article que j'aime beaucoup qui parle d'un sociologue britannique qui s'appelle Marek Korzinski et qui, en fait, parle de communities of coping. Donc, les communautés, le collectif, pour faire face, notamment à ces situations difficiles. Et il montre que dans beaucoup des communautés de coping qu'il a étudiées, il y a ce soutien émotionnel qui va bien, on s'arrête, on dit « Ah bah, ça a été dur pour toi », on exprime une émotion sympathique, etc. Et puis il dit, il y en a quand même une que j'ai observée dans laquelle il y a une culture de l'antipathie du client qui s'est mise en place. Parce que là, on était sur une activité qui consistait à récupérer de l'argent et donc la collecte de clients qui étaient endettés. Et donc il y avait un peu probablement cette souffrance potentielle du personnel de toujours devoir aller chercher de l'argent, mettre un peu la tête sous l'eau à des personnes qui étaient déjà en situation précaire. Et par rapport à ça, une des défenses qu'apparemment ils avaient trouvées, c'était d'entretenir entre eux une espèce de cynisme qui allait un peu à l'encontre de cette orientation client qui était souhaitée par l'organisation. Et c'est vrai que là, je me dis, il y a une ligne de crête qui est pas simple à tenir pour arriver à maintenir un sens du service, tout en rappelant qu'effectivement, le service, il n'est pas tout rose et que la réalité du travail des collaborateurs, c'est aussi ça. Peut-être, je sais pas, enfin, faudrait regarder un petit peu pour ça. Il y a probablement beaucoup de travaux en marketing sur le marketing social, sur les meilleures façons de communiquer. J'ai souvenir comme ça d'une campagne de la RATP qui avait travaillé, ça s'appelait Mon cher voisin de transport, et qui, pour le coup, essayait de tenir cette ligne de crête en maniant l'humour, avec un côté participatif. On voyait tout un ensemble d'affiches dont un grand nombre, je crois, avait été proposé par des utilisateurs du transport. On voyait quelqu'un qui avait un sac et qui écrasait la personne derrière, quelqu'un qui avait un journal qui prenait une place et demie et qui, du coup, permettait pas à l'autre personne d'être à l'aise sur sa place, avec cette idée que, du coup, on mettait une petite pointe d'humour. Alors, c'est l'option contraire qui a été prise. C'était une façon un peu différente d'essayer de tenir la ligne de crête. Mais voilà, du coup, la réponse, elle est, si je pourrais en donner une maintenant, elle serait assez, prudente, de nouveau. Et je comprends et je partage le danger de la stigmatisation du client. On disait 3% pour 97% Exactement. qui sont tout ça. À fait respectueux. C'est aussi notre rôle en tant que manager de montrer la relativité des choses et d'insister aussi sur ce qui va bien. Parce que c'est vrai qu'émotionnellement, on peut se focaliser très vite et prendre des boucs émissaires, en fait, en quelque sorte. Donc Voilà. Bien, merci infiniment à tous les deux. Merci pour cet échange très riche. Nous avons appris beaucoup de choses. Et merci d'avoir bien travaillé, bien préparé avec nous. Article à suivre. Et nous, on donne rendez-vous pour un prochain Parole Libre. Ce sera à la fin du mois de novembre. Donc, article qui viendra là aussi avant la fin de l'année. Très bonne fin de journée à tous. Merci encore. Merci.